Bonjour à tous, je me présente, je suis Laurence Évrard, dirigeante de Stratello. On est là pour parler ensemble du développement de la culture client grâce au persona. Comme je l'ai dit pour ceux qui sont arrivés un petit peu avant, donc ce webinaire est enregistré, vous pourrez le voir en replay et vous aurez également possibilité de télécharger la présentation à la fin du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. On a Angélique qui est avec nous backstage et qui se fera un plaisir soit de répondre directement si c'est des questions sur lesquelles elle peut répondre en quelques mots, soit de me trier les questions, enfin de me les regrouper, pardon, pour que je puisse répondre en fin de webinaire. Voilà. Alors, pourquoi en fait on vous parle de culture client et de persona ce matin? Rapidement parce que nos domaines d'expertise sont ceux-là. Nous sommes une société de conseil spécialisée en expérience client. Et à ce titre, nous intervenons sur 5 grands domaines d'activité. On élabore des personas et on favorise la diffusion des personas en interne. Ça va être vraiment notre sujet d'aujourd'hui. On fait des cartographies de parcours client et de la transformation d'expérience client. On va travailler également sur des sujets de digitalisation, benchmark, recommandations de roadmap, des scénarios de marketing automation, l'élaboration de plans de marketing automation, et puis l'élaboration également ou la définition des stratégies de fidélisation et leur mise en œuvre. Voilà. On travaille à la fois avec des grands comptes et des ETI dans des secteurs d'activité variés, aussi bien B2C que B2B. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment développer la culture client grâce au persona. En fait, voilà, ça fait plus de 5 ans qu'on fait des personas. Et en fait, on s'est rendu compte que ces personas, elles n'étaient pas toujours exploitées à plein dans les entreprises. Donc, on a voulu aujourd'hui vous partager nos convictions par rapport à ce sujet et de vous montrer, notamment via différents cas d'usage qu'on a pu travailler avec nos clients, en quoi les personas étaient vraiment un outil très efficace au service du développement de votre culture client. Alors, pour démarrer, en fait, on a choisi de partager avec vous une définition de la culture client qui traduit tout à fait ce qu'on a envie de vous raconter. En fait, c'est une définition qui est proposée par Daniel Rey, qui est enseignant-chercheur en marketing, notamment à Subdeco Grenoble. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit: la culture client est un ensemble d'attitudes et de comportements du collaborateur reflétant une réelle préoccupation d'assurer la satisfaction des clients d'une façon durable. Alors en fait, ce qui nous intéresse dans cette définition, c'est à la fois les mots attitude et comportement, parce que vraiment, on se situe dans l'émotionnel dans la relation. Il y a également le point de la satisfaction, assurer la satisfaction. C'est du coup, qu'est-ce que je fais pour assurer la satisfaction de mes clients? Donc là, j'ai la notion d'action. Et puis, d'une façon durable, on a la notion à ce moment-là de pilotage et d'inscription dans le temps. Et en fait, on a architecturé notre présentation d'aujourd'hui selon ces 3 axes. Parce que pour nous, effectivement, être customer-centric, c'est déjà connaître ses clients, bien les connaître, qui ils sont, que font-ils, quels sont leurs besoins, qu'attendent-ils. Et vous allez voir que les personas sont vraiment un outil pour pouvoir approfondir la connaissance de vos clients. 2, c'est être customer-centric, c'est agir pour ses clients. Comme nous le dit Daniel Rey, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements du collaborateur. Donc, quelles actions mettre en place pour satisfaire les attentes et les besoins de mes clients? Et 3, piloter pour durer, c'est quels indicateurs, quels moyens de mesure je mets en place pour piloter la performance de l'expérience client. Alors, premier volet, connaître ses clients. Alors, la connaissance des clients,
Évidemment, l'outil persona en est un moyen très intéressant puisque le persona, c'est le portrait robot de chacune de vos typologies de clients. Donc, vous avez ici 2 exemples de mapping de persona qu'on a pu faire à la fois tout en haut en B2C pour des centres commerciaux. Sur le mapping du bas, c'était des personas qui ont été réalisés pour un promoteur immobilier d'immobilier de bureau. Donc en fait, on a identifié les différentes typologies de clients qui constituaient la clientèle de ces entreprises. Alors, on a identifié qui ils étaient et bien sûr, on les a décrits. Donc, le persona nous permet de décrire qui est notre client, son profil, ses valeurs, ses besoins, ses motivations, son mode d'information et d'achat, son vécu émotionnel durant la relation. Donc là, je vais pas détailler exactement quelles sont les différentes rubriques. Je vous renvoie plutôt vers un webinaire précédent qui s'appelle Persona mode d'emploi ou différentes publications qu'on a pu faire sur notre site. Vous avez ici l'exemple de 2 fiches persona, de 2 templates de persona à la fois B2B et B2C. Globalement, on a les mêmes rubriques pour décrire ces personas, mais on va légèrement modifier ou rajouter des rubriques en fonction du secteur d'activité et puis du fait qu'on soit en B2C ou en B2B. Si on est en B2B, bien évidemment, on rajoutera des données qui concernent à la fois le profil du collaborateur, de la personne avec qui on réalise la vente et de son entreprise. Voilà, donc on aura 2 dimensions à traiter dans les personas. Alors, je voulais faire un point à ce stade de la présentation de la connaissance des clients et notamment via les personas pour vous dire attention parce que persona et segmentation, ce n'est pas la même chose. On a très souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients, certaines personnes peuvent faire la confusion entre les deux. En fait, sur les personas, on va plus être sur un profil qui décrit des attentes, des émotions, des attitudes. Donc, on va être plus sur du qualitatif. Hein. Là, on a pris un exemple pour lequel on avait travaillé où on avait à la fois une segmentation, c'était des produits financiers en crédit renouvelable, crédit à la consommation. Et donc, on avait à la fois une segmentation et à la fois des personas. Et alors, les personas, on a vraiment détaillé les clients sur leur profil, les attitudes face à l'argent, les influenceurs, leur process de décision. Donc, c'est vraiment descriptif d'attitude, d'émotion, de comportement, de mode de décision. Quant au segment, par contre, là, on voit qu'on est vraiment sur du profil statistique, du comportement financier, hein, donc une fréquence d'utilisation du crédit, un montant moyen d'utilisation du crédit, les différents produits détenus, la répartition de l'usage des différents canaux de consommation. Donc, on est vraiment, on a travaillé la segmentation à partir de données qui sont issues des bases de données et de manière très statistique. Alors que sur les personas, on est vraiment sur de l'émotionnel, sur du qualitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des personas, eh bien, pour les faire, on va avoir besoin d'écouter les clients. Et alors, j'ai écrit une écoute attentive et exploratoire du vécu client. Principalement, nous, on va réaliser les personas via des interviews individuelles. Comme vous le voyez ici, vous voyez l'un de nos qualitativistes en train d'interroger une cliente d'un centre commercial pour recueillir son vécu pendant sa visite dans ce centre, ses attentes, ses besoins, ses irritants par rapport à son expérience, etc. Et puis, vous avez également à côté, eh bien, c'était une étude sur les agriculteurs. Donc, on s'est déplacé chez eux pour comprendre quels étaient leurs modes de décision et leurs modes d'achat sur des produits de phytosanitaires. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc vraiment,
On fait des écoutes. Alors, on peut le faire in situ, on peut le faire en point de vente, on peut le faire également en visio, ou même voir par téléphone, mais on va plutôt privilégier la visio. Et on va échanger pendant 45 minutes à 60 minutes avec ses clients pour bien comprendre quel est leur vécu, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent. On va recueillir la parole de ces clients via des verbatims qu'on va pouvoir ensuite diffuser au sein de l'entreprise. Et le verbatim, c'est vraiment un moment fort, enfin un élément fort pour justement diffuser la culture client en interne, parce que c'est la parole du client qu'on retraduit, qu'on véhicule. Voilà. On va également, lors de ces entretiens, et alors on utilise aussi d'autres méthodes, enfin complémentaires, hein, pour travailler nos personas. On va aller chercher toutes les études que vous avez pu faire. On va aller regarder également les études de portefeuille client, etc., des choses qui viennent de la base de données. Et on va compléter et on va décrire le parcours de ces clients que l'on a identifiés, de ces différents profils, avec leurs différentes étapes, les canaux qu'ils utilisent, leurs enchantements et leurs irritants. Voilà, donc ça, c'est vraiment qualitatif, leurs freins, leurs attentes aux différents moments de ce parcours. Donc, en fait, à la fois, on traduit la parole du client et à la fois, on analyse de manière détaillée leur vécu tout au long du parcours. Ça va donner lieu du coup à un document de synthèse, enfin un document pas si synthétique que ça d'ailleurs, où on va reprendre pour chaque persona les éléments clés de l'analyse exploratoire que l'on a pu faire. Mais on va pouvoir également, et c'est là vraiment des outils de véhicule de la culture client au plus grand nombre dans l'entreprise, on va également proposer des posters, des affiches. On a des clients qui affichent les posters de leurs différents personas dans les bureaux, hein, pour avoir systématiquement en fait la présence des personas au sein du plateau relations clients. Et puis on utilise également des vidéos. Alors là, on a des vidéos qui vont être plus synthétiques, de 3 à 4 minutes, qui peuvent faire l'objet d'un onboarding de tous vos nouveaux collaborateurs, d'une formation sur la relation client, etc. Voilà. Donc, vraiment, privilégier ces outils qui sont plutôt synthétiques et qui vont mettre le client au centre de votre entreprise, mais réellement dans, je dirais, dans les bureaux et dans les outils de la formation. Voilà, donc une fois qu'on a qu'on connaît bien ses clients, vous voyez que vraiment les personas, ça nous permet, au-delà de la segmentation et de profils très statistiques, ça nous permet vraiment d'approfondir la connaissance de nos clients. Deuxième volet, comment va-t-on agir en fonction des besoins et attentes des clients et donc des personas qu'on a identifiés. Alors là, en fait, on s'est dit, finalement, on va présenter des cas d'usage, parce que des cas d'usage sur l'utilisation des personas, on en a plein dans nos différentes missions. Et vous allez voir que ces personas, elles vont vraiment nous permettre de travailler à la fois la stratégie marketing, la stratégie communication, la stratégie de l'offre, la relation client, etc. Et donc, d'insuffler, en fait, de mettre le client au centre de vos différentes stratégies. Alors, premier exemple, en fait, on est intervenu pour une société qui travaille dans la transition énergétique et qui propose des outils et du conseil pour le management énergétique. Et en fait, là, on était sur un marché qui n'est pas encore très mature. C'est vraiment un marché en émergence, où en fait l'offre proposée était modulaire. Donc on avait à la fois une prestation de collecte de données énergétiques, hein, une prestation d'analyse des consommations énergétiques des bâtiments, des propositions d'accompagnement au pilotage des plans d'action pour optimiser la facture énergétique, et puis des propositions également
pour communiquer et engager les occupants des locaux. Et donc, en fait, on a fait une étude de persona pour identifier, on s'adressait principalement à des collectivités locales et territoriales, donc pour comprendre en fait quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes par rapport à une offre de management énergétique. Voilà, et donc on avait identifié 3 types de personas avec un niveau de maturité différent selon les personas dans la prise en charge de cette transition énergétique et dans l'expertise par rapport au sujet. Et du coup, un besoin en termes de modules d'offres différents. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple où les personas nous ont permis de définir quels étaient les modules d'offres et comment ajuster son offre pour les différents clients cibles. Deuxième exemple, et là je reviens sur nos agriculteurs. En fait, le sujet là, c'était, on a mis en place des personas pour un fabricant, un industriel qui fabrique des phytosanitaires et qui du coup s'adresse à ses clients via des distributeurs, donc qui n'a pas le contact direct avec ses clients. Du coup, l'idée, c'était vraiment de comprendre quels étaient les besoins des agriculteurs au-delà de leur relation avec les distributeurs, comment cet industriel pouvait rentrer en contact avec eux, quel type d'informations il allait pouvoir proposer à ces agriculteurs, quels étaient leurs besoins en termes de communication produit, par exemple, en termes d'informations sur des nouveautés, en termes de conseils sur l'usage des produits. Et du coup, ça nous a permis d'identifier pour les différents profils d'agriculteurs. Vous avez là, je vous ai mis 2 exemples de profils, les optimiseurs méfiants et les managers confiants. Donc, des gens qui avaient une attitude par rapport à la culture et par rapport à leur métier et par rapport à la relation avec les distributeurs qui était un peu différente. Et donc, on a pu dresser, en fait, pour ces différents profils, quels étaient les types de contenus que l'industriel allait pouvoir proposer à ses clients et quel était le type de support sur lesquels il pourrait mettre en place ces contenus. Donc, voilà un exemple de persona qui a permis d'adapter la stratégie de communication et de contenu aux attentes des clients. Dans le domaine de l'assurance et de l'épargne retraite, on a également travaillé des personas et ça nous a permis, alors au-delà de ça, évidemment, le résultat n'a pas permis que ça, hein, mais c'est vraiment des focus que je fais sur des points clés. Donc, ça nous a permis d'identifier que finalement, les différents clients en termes d'épargne retraite avaient une attitude très différente en fonction de leur rapport à l'argent. Et du coup, le wording allait être différent. Les attentes en termes de wording et de discours, du coup, allaient être différents selon les différents profils de clients. Donc là, vous avez 3 exemples, l'insouciant, le bon père de famille, l'investisseur inquiet. Et on a pu identifier les mots à éviter et les mots qui étaient attendus par ces différents clients. Voilà. Donc, on voit ici que le bon père de famille, lui, il veut surtout pas qu'on lui parle de risque, de marché financier, mais plutôt qu'on lui parle de confiance, de rendez-vous personnalisés, de transmission. Et du coup, ça a permis d'adapter les différents supports et de choisir les bons wordings en fonction des personas. Donc, dans les supports, mais aussi dans le discours des commerciaux quand ils sont en face de leurs clients. Personnaliser le discours, toujours. Un autre exemple où là, en fait, on a travaillé des personas sur une mutuelle. Et donc, là, c'est plus le rapport à l'argent, bien évidemment, mais c'est plutôt le rapport à la santé qui est très important. Le rapport à la santé et l'âge qui est très important et qui va conditionner la façon dont le client attend d'être traité, enfin le mutualiste ou l'adhérent attend d'être traité et attend un accompagnement. Donc en fait,
On a identifié 4 différents profils pour lesquels on a pu repérer quelles étaient les attentes majeures. Donc, vous voyez, notre adhérent insouciant, lui, il a plutôt besoin de pédagogie, alors que notre fragilisé, il a plutôt besoin de présence. Donc, du coup, on s'est rendu compte que ces personas avaient un réel besoin d'une relation personnalisée et adaptée en fonction de qui ils étaient et de leur rapport à la santé, de leur âge, de leur agilité au digital, par exemple. Ça nous a permis, du coup, de monter une formation pour les équipes du centre de relations clients. Donc, apprendre à reconnaître ces personas et adapter son discours et les scripts du centre de relations clients en fonction de ces différents personas. On ne va pas dire, on ne va pas faire un refus sur une prise en charge de la même façon à quelqu'un qui est persona insouciant que à quelqu'un qui est persona fragilisé. On va pas proposer le même accompagnement, on va pas utiliser les mêmes canaux de relation. Voilà. Donc, une prise en charge, une relation client différente selon les personas. Et pour vraiment favoriser cette culture client, c'est une formation de 2 à 3 jours où on va apprendre aux conseillers relations clients à reconnaître les personas quand ils les ont en ligne via quelques questions clés et adapter leur discours en fonction de ces différents personas. Donc, vous voyez que c'est excessivement concret. Un autre exemple où là, on va être plus sur du digital, c'est en fait, on a un fabricant, un distributeur de produits, un distributeur, pardon, de produits d'agencement de salles de bain. Et en fait, on a réalisé des personas pour comprendre quels étaient les parcours, quelles étaient les attentes en termes d'accompagnement au projet de salle de bain de ces différents personas et quels étaient leurs besoins d'accompagnement, leurs besoins de contenu, quels étaient pardon, les accélérateurs qui feront qui feraient qu'ils iraient en point de vente pour aller concrétiser en fait leur projet, aller voir les produits et passer ensuite leurs commandes. Voilà. Donc en fait, on a rencontré une vingtaine, 20 à 25 particuliers ayant un projet de salle de bain, donc avec des différents profils, hein, à la fois des gens qui, ce qu'on a appelé les déco-addicts digitaux, donc des non-bricoleurs, mais qui travaillaient vraiment leurs projets, qui construisaient leurs projets en ligne avec différents sites, plateformes, pour pouvoir se renseigner, s'informer et s'inspirer. Et de l'autre côté, on avait des super bricoleurs qui, eux, étaient un peu moins digitaux et qui avaient plus besoin d'informations très techniques sur les produits parce que, ma foi, ils étaient à l'aise dans la construction eux-mêmes de leurs projets. Voilà. Donc, on a identifié en fait ces 4 profils, on les a bien décrits et ensuite, on a travaillé avec les équipes pour se dire comment on fait pour tout au long du site leur proposer des fonctionnalités qui aident, inspirent, accompagnent ces différents profils. Donc, certaines fonctionnalités comme par exemple l'aide au plan en 3D, le configurateur plan 3D était plutôt adapté à des gens qui prenaient totalement en charge leur projet, alors que d'autres étaient moins friands de ce type de fonctionnalités. Donc, on a adapté identifié les fonctionnalités à mettre en place et puis adapter également le parcours digital pour derrière inciter ces visiteurs, ces internautes, porteurs de projets de salle de bain à aller en showroom et choisir leurs produits.
Voilà, différents exemples. Donc, vous voyez dans ces différents use cases qui sont vraiment des cas réels hein, qu'on a pu traiter, vous voyez que effectivement, on a une utilisation des personas qui est très diversifiée, qui va pouvoir insuffler de la connaissance client et de la prise en compte des besoins du client à la fois dans la définition de l'offre, dans la définition de la communication, du marketing, du mode relationnel, des scripts de la relation client, des différents contenus que l'on propose, du parcours digital. Donc voilà, beaucoup d'axes de travail où vous allez pouvoir, grâce au persona, mettre le client au centre de vos stratégies. Dernier point, le pilotage, et je vais aller très vite parce que je suis très bavarde, je me rends compte. Le pilotage, en fait, la décomposition du parcours client de nos personas va nous permettre d'identifier en fait les moments clés sur lesquels vous allez pouvoir mesurer la performance de votre parcours client, la performance de vos propositions. Et pas que la performance, en fait, on va avoir à la fois du quanti à mettre en place pour, sous forme d'indicateurs à mettre en place tout au long du parcours, ou en tout cas au moment clé, mais vous pouvez également avoir du quali avec d'identification, de réclamation, de niveau de satisfaction, etc. Voilà, donc en fait, je dirais que les personas et la construction de leur parcours type va vous permettre d'identifier les moments clés pour mettre en place vos différents indicateurs de mesure de performance et de satisfaction. Au-delà de ça, de manière plus qualitative, vous pouvez aussi piloter piloter votre stratégie marketing via des comités clients. Là, on vous a mis une photo de comité client qu'on fait pour des centres commerciaux où en fait on a réalisé des personas et au-delà de ces personas, donc ça leur a permis de bien définir les enseignes qu'ils souhaitaient, de redéfinir leurs services, etc. Mais ils travaillent ça dans la durée où en fait on a sur 3 personas stratégiques mis en place un comité trimestriel, un comité client pour écouter régulièrement les avis de ces différents clients par persona et leur soumettre, par exemple, des projets de nouveaux services ou d'aménagement du centre, d'animation. Et donc, ça, c'est aussi un moyen de rester en lien avec vos clients de manière régulière et de pouvoir piloter votre expérience client de cette façon. Voilà, j'espère que je vous ai vraiment convaincu que les personas sont un outil pour développer votre culture client. Et pour le mot de la fin, je voudrais vous dire, voilà, les personas sont un outil très efficace au service de la culture client, à condition de les exploiter pleinement. Et voilà, si vous aviez 4 points à vous souvenir de ce webinaire, ou en tout cas que j'ai envie de vous faire passer, c'est premier point, partager et diffuser la connaissance de vos personas en interne. C'est vraiment super important, ne les gardez pas pour vous. On voit des services marketing qui les gardent et qui ne les diffusent pas. Quel dommage. Deuxième point, profitez-en pour former les équipes à la reconnaissance et l'exploitation des personas. Je vous ai donné un exemple de formation sur la relation client, mais partagez aussi avec les commerciaux, partagez aussi avec tous les nouveaux arrivants, avec les équipes digitales, le SAV, pourquoi pas les livreurs, etc., etc. Alors évidemment, avec une profondeur plus ou moins importante selon les personnes, mais formez vos équipes à la reconnaissance et l'adaptation de la relation en fonction des personas. Troisième point, travaillez vos personas et vos plans d'action via le collaboratif. C'est toujours très efficace, c'est toujours beaucoup plus vertueux parce que quand vos actions, vos projets sont en place, de les avoir travaillés avec les équipes, ça facilite le changement.
Donc, nous, on est vraiment convaincus que le collaboratif pour travailler l'expérience à proposer aux personas est très important. Et puis, n'hésitez pas à mettre à jour vos personas. Voilà, on estime qu'une durée de vie de 2 à 3 ans, c'est bien. Et c'est intéressant quand même de faire des petites piqûres de rappel pour mettre à jour. Il se peut que il y ait une épidémie qui soit passée par là, n'est-ce pas, hein? Il se peut aussi que vous ayez des nouveaux concurrents, que vous ayez mis en place des nouveaux services, que vous ayez refondu votre site et le parcours digital, des nouvelles fonctionnalités digitales. Tout ça mérite du coup de revisiter un petit peu vos personas et leurs différentes attentes, leurs différents irritants, leurs profils, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les personas. J'espère que du coup c'est un sujet qui vous a intéressé, que j'ai réussi à vous passer mon engouement pour cet outil au service de la culture client. Et du coup, je vous propose maintenant de répondre aux questions que Angélique m'a gentiment repérées. Donc, on a une question d'Alice. Chaque utilisateur devient-il un persona ou doit-on ensuite, après l'interview, faire une synthèse des personnes qui fonctionnent de manière identique? Bien évidemment, Alice, on fait une synthèse. On va identifier 3, 4, 5 profils types qui vont être très caractéristiques des personas. Et pour répondre à votre question suivante, le persona est effectivement virtuel. On lui donne un nom, on lui donne un âge, une situation professionnelle ou familiale pour favoriser justement l'appropriation par les équipes. Et je vais dire, votre culture client, vous allez l'avoir réussi si dans l'entreprise, tout le monde parle de Nicolas, l'acheteur rationnel, ou de Aline, la chopeuse addicte, etc., etc. En fait, ces personnifications de portraits robots permettent de parler en interne, de communiquer en interne sur le même persona. Voilà, donc oui, une synthèse. Attention à ne pas avoir trop de personas. Quand je vois des entreprises qui développent une dizaine de personas, je me dis comment ils vont l'exploiter derrière, à moins que vous soyez très très mature sur le sujet, que vous ayez des business units très différentes. Ça peut, dans ce cas, avoir du sens. Ou, par exemple, quand on est à l'international, on va avoir des personas par pays, par exemple, ou par zone géographique. Mais voilà, moi, je vous recommande d'être aux alentours de 5 personas. C'est bien pour travailler votre expérience client. Comment passer de la phase persona à la phase segmentation? Alors, Benoît, en fait, ces différentes phases sont, enfin, ces deux outils bien dissociés. En fait, comme je disais en début de webinaire, la segmentation, c'est vraiment une analyse issue de vos différentes bases de données ou de différents profils, éléments statistiques que vous avez à votre disposition. Là où en face les personas, c'est vraiment issu d'études, de vécu client, de verbatim, etc. Du coup, nous, on fait pas le mix persona segmentation, sauf ça nous arrive de partir d'une segmentation et de se dire, sur ce segment-là, qui est vraiment un segment stratégique où on a un nombre relativement conséquent de clients, on va travailler des personas différents. Donc là, ça peut être intéressant, effectivement, de mixer segmentation persona. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, alors je vais donner un exemple assez caricatural, mais vous pouvez vous dire, voilà, moi j'ai mes très bons clients, c'est vraiment sur cela que je veux travailler, et ces très bons clients, je vais prendre ce paquet de très bons clients, je vais les interviewer, et dans ces très bons clients, je vais identifier 1, 2 ou 3 personas différents. Voilà. Donc, en fait, dans ce cas, partez de la segmentation et sur des segments stratégiques, identifiez des personas via du quali, de l'approfondissement. Ça peut avoir vraiment du sens et ça peut être super intéressant.
Et c'est ce qu'on avait fait notamment pour notre use case sur le crédit à la consommation. Donc Emmanuel, le maximum de personas, donc je dirais le maximum, c'est ce que vous voulez, mais comme je le disais tout à l'heure, nous vraiment, de notre expérience, on se rend compte que au-delà de 5, ça devient compliqué. Vous pouvez peut-être aller jusqu'à 8, mais franchement, nous, on préfère aller aux alentours de 5 parce qu'on se rend compte que sinon, vous n'arriverez pas à avoir des choses très dissociées. Et ça m'amène à répondre à la question d'Alice. Oui, on va avoir des stéréotypes, mais c'est vraiment ce qu'on veut en fait. Alors attention, on n'est pas dans du marketing automation où on va faire une réponse extrêmement personnalisée à chaque persona. En fait, le persona, c'est un stéréotype de client qui nous permet de proposer des outils, de proposer une offre, de proposer des modes de communication, de proposer des mots-clés, de proposer des canaux de préférentiels, des fonctionnalités digitales. Et puis derrière, ça ne vous empêche pas, vous, en marketing automation ou en mode relationnel one-to-one, de faire des propositions extrêmement personnalisées en fonction des besoins de vos clients et de la data comportementale. Voilà, c'est vraiment deux choses qui vont se compléter. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, surtout Alice, n'hésitez pas du coup à nous contacter si ces réponses, si vous avez encore des zones d'ombre par rapport à ces réponses. Je vous invite aussi à aller, mais je pense qu'Angélique l'a fait tout au long de ce webinaire, à consulter notre chaîne YouTube. On a notamment plusieurs vidéos sur les personas. Vous avez également sur notre mini-site Palmerando des templates de personas à télécharger. Vous avez sur notre blog des informations régulières. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous raconter tout ça, vous faire part de nos convictions sur ce sujet et de la façon dont on l'utilise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit si vous allez déjeuner. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous avez pu le constater, ce sujet nous passionne. On sera ravis de répondre à vos questions. Voilà, toutes questions sur ce sujet pour vous aider dans votre démarche sur les personas.